Bonjour tout le monde, c'est Jean Fortier, bienvenue à Pas sorti du bois. Mesdames, messieurs, votre gagnant, c'est 110 km! Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Salut tout le monde, bienvenue à ce 11e épisode de Pas sorti du bois. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Jean Fortier, qui est directeur de course, qui est fondateur de course, directeur général. On aura l'occasion de parler de tout ça, mais tout d'abord, salut Jean. Salut, Comment ça va? ça va super bien. Cool, merci d'être là. Qu'est-ce que tu Merci bois? à toi. Ah, ben ce soir, écoute, moi je suis allé avec quelque chose de mon coin. C'est une MSA de la microbrasserie des Beaupré. Cool. C'est une IPA qui est brassée par mon ami Luc et qui est excellente, vraiment une bonne bière, 6,5 alcool. Et puis je te dirais que en plus cette année, à partir il y a pas très longtemps, là peut-être un mois, ils ont commencé à faire de la canette. Ça fait que c'est vraiment cool. Fait que là on en a un peu plus partout. Et, c'est ça. Très cool, j'aime bien la microbrasserie des Beaupré. C'est le fun des fois après une matinée ou un après-midi au Mont-Saint-Anne à faire des up and down. Moi, je suis de Québec, fait que c'est comme sur la route du retour. Ouais. C'est comme un passage obligé avec le nachos puis une bière. Je pense que c'est un bon snack d'après-course. Absolument. Ben moi, je peux le dire aussi, je bois une Nord-Amérique de Baldwin dans le coin de Boucherville. Ah ouais. Un beau branding, ça m'a attiré. J'ai été simple de même avec le branding. C'est bon. Mais très bonne IPA. Fait qu'on est en mode IPA ce soir. Yes. Excellent. Fait que Jean Fortier, t'es fondateur du Transvalley, fondateur du Québec Méga Trail. T'es aussi le directeur de course du Québec Méga Trail, de l'Ultra Trail Aricana. Ouais. Parle-moi un peu de ton parcours qui a mené vers ça. J'ai fondé le Transvalley il y a quoi, une quinzaine d'années, le Québec Méga Trail qui fête son 10e l'an prochain. Ouais. En l'occurrence, ça devrait être le 10e l'année prochaine, mais ça le sera pas, là, Ouais. puisque on a comme tout annulé. C'est la 10e année, mettons. Ouais, c'est ça. Mais écoute, moi, j'ai commencé à organiser des événements à l'université, si tu veux, puis de fil en aiguille, je me suis mis j'ai toujours été un gars assez sportif, qui aimait le plein air. Mon père, quand j'étais jeune, m'a initié au vélo de montagne. Je me rappelle, il y avait un des premiers vélos de montagne fabriqués au Québec, là, un bon vieux Mikado que j'ai encore d'ailleurs. Puis il m'amenait souvent dans le bois. Moi, j'étais un gars du Saguenay, ça fait que le bois était beaucoup présent dans mon enfance. Puis quand je me suis mis à faire des sports un peu plus d'endurance, c'était surtout des sports qui se déroulaient en montagne, dans le bois. J'ai commencé à faire du vélo de montagne. Puis je me suis trouvé à avoir un certain talent en vélo de montagne. Puis j'ai rencontré des personnes à l'université qui tripaient un peu comme moi. Puis avec un de mes bons chums, Nicolas, on s'est mis à faire des raids d'aventure. Fait que là, j'ai vraiment touché à plein de sports, l'escalade, la course en sentier, l'orientation, le canot, le kayak, puis évidemment le vélo de montagne. Puis vu que j'organisais des petites affaires à l'université, ben je me suis mis à organiser des événements sportifs pour le fun. On avait organisé avec Nicolas là, pour des initiations raids d'aventure. Puis après ça, j'ai fondé une entreprise avec 4 autres associés qui s'appelaient Horizon 5, qui s'appelle encore Horizon 5, dont je fais plus partie, mais on a commencé à organiser plein de choses. Puis on s'est comme lancé là-dedans dans les courses parce que j'étais à l'aise là-dedans, puis on avait comme une bonne recette organisationnelle, si tu veux, puis ça fonctionnait super bien. Fait que puis je me suis intéressé, je te dirais, au trail après avoir fait beaucoup de raids d'aventure. J'ai fait des grosses affaires là, tu sais, j'ai fait des 4 jours, des 36 heures d'affilée, des 60 heures.
Fait que, tu sais, j'ai toute cette game d'ultra-là, si tu veux, là, de sport d'endurance. Moi, je l'avais vécu avant que les ultras dans le trail surviennent, là, puis deviennent un peu à la mode, là. Puis, mais à un moment donné, je me suis comme un petit peu tanné des raids d'aventure parce que ça demandait beaucoup de logistique, ça demandait énormément d'équipement. Puis dans cette période-là, moi j'ai vécu en appartement, ça avait comme pas de bon sens. Tu sais, c'était toujours très compliqué de s'organiser avant la course. Malgré que les courses c'était super le fun, le fait de devoir tout le temps avoir tous ces équipements-là, puis toute la patente, puis toute la préparation, ça m'a un petit peu découragé à poursuivre là-dedans. Fait que bref, quand j'ai découvert le trail, ce que j'ai vraiment aimé là-dedans, c'est la simplicité de la discipline et la facilité de pratiquer ce sport-là. Fait que on a organisé une première version du Transvalley qui s'appelait le XC de la Vallée à l'époque. C'est une très petite course, très basique dans la Vallée-Bras-du-Nord. On a vraiment trippé sur l'expérience, toute la gang d'Horizon 5, puis on s'est mis à organiser plein de courses. Puis même que tu sais, notre recette était vraiment bien peaufinée, ça fait qu'on a aidé d'autres organisations comme le Trail la Clinique du Coureur, l'UTHC, puis on a poursuivi aussi dans nos autres organisations. On en faisait beaucoup, je te dirais. Fait que tellement que on n'avait pas nécessairement le temps de consolider ce qu'on faisait de mieux. Fait que c'est ça. Ça fait que à un moment donné, je me suis retiré d'Horizon 5. J'ai gardé le Transvalley puis le Québec Méga Trail. Puis je suis revenu à cette idée-là, dans le fond, de consolider ce qu'on faisait de mieux. Ça fait que j'ai un peu peaufiné le Transvalley, si tu veux, puis beaucoup peaufiné le Québec Méga Trail pour pouvoir aller plus loin avec ça. OK. Puis le Transvalley, ça aurait fait 15 ans cette année, est-ce que c'est ça? Cette année, ça aurait fait 14 ans. OK, ça aurait été le 14e cette année. Puis ouais. Comment cette course-là a évolué? Parce ça c'est relativement jeune, 14 ans, dans la vie de tous les jours, mais dans le monde du trail au Québec, 14 ans, c'est probablement une des courses qui a le plus d'historique. Puis elle a évolué beaucoup au fil des années, tu sais, de courses, comme tu parlais tantôt, le XC de la Vallée, à course par étapes. Puis là, cette année, c'était pas par étapes. Fait que parle-moi un peu de l'évolution de cette course-là à mesure que ça a pris de l'ampleur, puis que les gens se sont mis à s'inscrire, puis venir, puis que vous avez augmenté le nombre de distances, puis de formules, en fait. La Vallée-Bras-du-Nord, c'est le Transvalley commence à... Au début, l'idée principale, c'était vraiment déjà de faire une course à étapes. L'idée de faire une course de nuit venait justement du fait que dans les raids d'aventure, j'avais vécu beaucoup d'expériences de nuit parce qu'on passe à travers 2 puis 3 nuits dans une compétition. Et je trouvais ça vraiment intéressant de courir à la nuit parce que c'est vraiment une autre affaire là. Puis je voulais donner l'expérience aux gens, mais sur une petite distance. Fait que le but, c'était de faire le 10 km, un petit 10 km en boucle, donc faciliter la chose, puis de faire un 20 km. Ça fait qu'on a commencé comme ça la première année, puis ça a relativement bien marché, je te dirais, puis les gens ont vraiment apprécié ça. C'est sûr que les gens qui venaient, ils trippaient vraiment, là, parce que, les parcours dans la Vallée-Bras-du-Nord sont très techniques, sont assez spéciales. Puis aussi le fait d'être dans ce petit, je te dirais, cette petite nature-là, qui est quand même assez imposante avec les falaises, la rivière, ça faisait en sorte que c'était comme un peu un petit camp de vacances. Puis la troisième, je pense, la troisième édition, j'ai eu l'idée de rajouter une étape le samedi. Ce que je trouvais quand même assez audacieux à l'époque, là, parce que je me demandais si les gens aimeraient vraiment ça, tant que ça, faire aller se taper cette 38 km-là le samedi à travers déjà les autres défis qui étaient quand même, moi, que je considérais quand même assez tough.
Puis, ben écoute, la première édition de ça a marché tempête. Là. Les gens qui l'ont fait, ils ont vraiment bonne idée durant la fin de semaine. Tu sais, ils se sont créés des amitiés parce que, comme tu le sais, à chaque fois que tu finis une course, tu discutes beaucoup avec les gens de ce qui s'est passé, et ainsi de suite. Puis, le Transvalley étant ce qu'il est, c'est sûr qu'il va t'arriver de quoi. Fait que tous les gens avaient leur petite histoire, puis pendant ces 3 jours-là, ils ont vraiment découvert ça, là, de faire de la course à étapes. Puis c'était pas un grand groupe, il était peut-être, je pense, une vingtaine. Puis ils ont vraiment trippé, là. Fait que puis là, à partir de là, on a poursuivi le 3 jours. Puis à la 5e édition, on s'est installé au camping qui était juste en bas, qui s'appelle le camping Etsena, qui est un tout petit camping à l'époque. Puis là, on avait juste assez de gens pour pouvoir justement se permettre de louer le camping au complet, puis de leur proposer de rester là durant la fin de semaine. Puis ça n'a pas tant changé à partir de ce moment-là. C'est resté pas mal tout le temps la même chose, sauf à la 10e édition où on a décidé d'ajouter un 37 km le dimanche. Parce que la vallée Bras-du-Nord développe tellement de beaux sentiers, puis fait tellement du beau travail puis qu'à un moment donné, tu sais, on se promène beaucoup dans ces sentiers-là. Moi, je fais du vélo de montagne aussi beaucoup dans ce secteur-là. Puis notamment le sentier La Nelson, où les gars ont fait un travail capoté. Ils ont travaillé là-dessus pendant 3 ans de temps. Puis dans ce temps-là, j'étais pas mal proche d'eux autres. Ça fait qu'ils m'en parlaient tout le temps. Puis une fois que ça a été terminé, là, quand je l'ai fait en vélo de montagne, j'ai fait hey, wow, c'est vraiment exceptionnel. On dirait que t'es au BC quand tu fais ce trail-là. Fait que j'ai demandé au directeur général si c'était possible de la courir dans le cadre du Transvalley, puis il m'avait dit oui. Puis je pense que c'est vraiment un highlight de la fin de semaine, ça, juste de pouvoir faire ce petit 17 km-là dans ce sentier-là. Puis je te dirais que pour le reste, tu sais, essentiellement, c'est toujours la même vibe à côté de la plage, puis tout le kit. L'année passée, on était comme un peu, je dirais l'idée que de proposer de faire juste une étape l'année passée, cette année qu'on voulait faire en fait, c'était comme un peu, on était tous un petit peu fatigués, tu sais, on a beaucoup de choses avec le Québec Mégatrail parce que c'est un peu toute la même équipe qui se retrouve à travailler sur le Transvalley. Puis le QMT, c'est vraiment, ça a vraiment pris un envol incroyable là, depuis les 3 dernières années. Puis on s'est mis à faire beaucoup de développement à l'international. Puis ça a agrandi l'équipe. Puis ça nous projette peut-être plus. Ça rétrécit un peu notre spectre organisationnel, je te dirais, parce qu'on pense souvent beaucoup plus à ce qu'on va faire pour le QMT que pour le Transvalley. On le prend un peu pour acquis. Là, l'année passée, on s'est dit, on pourrait peut-être faire juste une journée. Mais finalement, tu sais, cette année, après avoir discuté avec une couple de coureurs que j'ai rencontrés par-ci par-là, je me rends compte que, tu sais, c'est vraiment la course, l'étape, tu sais, de faire la nuit, le samedi, puis dimanche qui intéresse vraiment les coureurs. Puis on va probablement revenir à ça, fort probablement. Ouais, puis il est bien positionné dans le calendrier pour ceux qui, tu sais, on a comme un début de saison intense au Québec, tu sais, avec de la trail de la clinique du coureur, le QMT, t'as le Gaspésia et tout ça, t'as l'automne, puis Arcana relance le bal des courses de l'automne, puis il y a comme un trou dans l'été, tu sais, t'as l'Ultra Trail Academy, puis après ça, ben t'as le Transvalley qui est au moment parfait pour ceux qui peut-être aspirent à des longues distances, que ce soit pour le long du Bromont, le long d'Aricana. Le Transvalley, je trouve que c'est un super beau build-up parce que la course en étape comme ça, tu te mets 80-90 km dans les jambes en une fin de semaine, mais c'est pas en une seule épreuve, et qu'il y a comme une récupération qui fait que c'est une super belle préparation même pour la suite. Puis tous ceux qui ont fait le Transvalley à un moment ou à un autre t'en parlent, puis les gens, il y a une vibe spéciale, je pense, cette course-là. Tous ceux à qui j'en ai parlé, moi j'ai pas eu la chance de la faire, j'ai participé l'année passée comme bénévole, mais tu sens qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe là, puis j'en parlais avec Philippe Deshôtels à l'épisode 9. Il y a quelque chose de le fun du camping pendant 3 jours, pendant le fait qu'il n'y ait pas de douche, puis tu finis ta course, tu t'en vas dans la rivière, puis tu sais, comme tu parlais tantôt,
je pense que les coureurs, les coureuses de trail, il y a quelque chose de spécial qui se passe pendant une course, puis il y a plein de bad luck et de good luck qui se passent, puis on dirait que tu peux en parler à plein de monde, mais entre coureurs qui sont encore sur l'adrénaline, qui viennent de finir une course, il y a un bond qui se fait, il y a une chimie qui opère, puis qui crée ces moments-là. Puis là, ben, au lieu d'avoir cette bière-là d'après-course qui dure 2 heures, puis tout le monde s'en va chez eux après, ben là, on reste ensemble, on se prépare pour le lendemain, tout le monde est comme dans le même mood, tout le monde doit se lever le dimanche matin, un peu cassé, puis il en reste encore une longue, puis il y a un trip, je pense, qui vient avec ça. Puis Pat Godin a parlé à l'épisode, il y a un feeling d'esprit trail dans les plus petits événements, puis je pense que le Transvalley a cette vibe-là. C'est pas 1000 coureurs comme d'autres événements, mais je pense qu'il y a cette vibe-là de course un peu backcountry, mais super bien organisé, super bien balisé, puis comme tu dis, sur des sentiers qui tu peux le courir une fois dans l'année, puis c'est au Transvalley. Ah ouais, absolument. Puis tu sais, c'est vraiment c'est comme tu dis là, je pense que c'est comme un camp de vacances. Là. Ça finit par être un camp de vacances pour le trail. Puis on veut pas que ça devienne gros là. Tu sais, on n'a jamais aspiré à avoir 1000 participants là à cette course-là. Mais je te dirais que la ligne est mince parce que il y a comme un minimum qu'on doit respecter pour pouvoir se permettre de louer le camping, puis il y a un maximum aussi qu'on peut pas dépasser. Mais entre les deux là, c'est difficile de trouver l'équilibre, je te dirais. Puis fait que c'est ça, tu sais, ça a aussi fait partie de nos réflexions à un moment donné, tu sais, de se dire est-ce que parce que ça devient de plus en plus difficile de justifier de louer le camping au complet parce que le propriétaire, lui, développe toujours des nouveaux terrains, des chalets, des nouveaux services, des terrains à 2 services, à 3 services, ainsi de suite. Là. Fait que ça fait en sorte que quand on s'installe là, ben ça coûte de plus en plus cher parce que lui, il est de plus en plus gros. Puis, en fond, tu sais, on peut pas lui dire, ben là, on va rester comme on était avant. Fait que c'est un peu ça. Mais ça fait en sorte quand même que oui, c'est vraiment ça fait du bien parce que quand on finit Québec Mégatrail, qui est vraiment une course à grand déploiement, puis qu'on en revient à la base avec ça, c'est je trouve que c'est ces deux extrêmes qui se complètent bien, si tu veux. C'est assez paradoxal ce que je dis là, mais ça fait du bien à toute l'équipe, je pense aussi là, de revenir à la base. Puis avec le Transvalley, c'est vraiment ça. Puis les sentiers, c'est la base solide là, aussi. Là, tu sais. Non, c'est ça. Puis je pense que les deux événements se complètent bien aussi. Puis comme tu dis, je pense que le feeling de camp de vacances, qu'on se retrouve tout le monde ensemble, vous l'avez aussi, vous, comme équipe, tu sais, le Québec Mégatrail. Ouais. La track est longue. Tu sais, quand on parle des courses en boucle qui commencent puis qui terminent au même point, je suppose que logistiquement, puis tu sais, c'est ce que je trouve intéressant de recevoir Marlène que j'ai reçu à l'épisode 2, c'est de parler plus de ce côté-là, organisation puis logistique, mais un parcours en boucle ou un parcours que tu répètes la même boucle, côté logistique, ben t'as un point A, puis t'as un point B ou la fin qui est là, puis t'as des ravitaux, puis il y a cette logistique-là qui tourne autour, qui gravite autour d'un point central, tandis qu'un Québec Mégatrail, je suppose que c'est une grosse bébête à organiser parce que là, tu pars, tu sais, je veux dire, du massif de la petite rivière, tu finis au Mont-Saint-Anne, fait que c'est un parcours qui est beaucoup plus étendu, fait que je pense que pour votre équipe, il y a beaucoup plus de coureurs, tu sais, vous avez beaucoup d'épreuves, beaucoup de coureurs, beaucoup de coureuses, fait que je suppose que ce petit feeling-là de camp de vacances, vous l'avez aussi comme équipe, de retrouver quelque chose de peut-être pas plus petit parce que c'est une grosse organisation aussi, mais logistiquement qui est peut-être plus facile ou... Ben, c'est assez, justement, tu sais, c'est, ça, c'est une chose. C'est sûr que le QMT, c'est une bibite organisationnelle incroyable. Je pense que un parcours linéaire au départ de 80-100 km, c'est très, très difficile à gérer, si tu veux bien gérer. Mais le Transvalley, ça a toujours été compliqué un peu aussi, je te dirais, parce que on couvre une distance qui est de 38 km, par exemple. Il est très compliqué parce que les accès sont difficiles. Donc, c'est toujours assez long pour le baliser, puis 2, c'est toujours très complexe pour les équipes de ravitaillement de se rendre aux places désignées parce que c'est des chemins qui sont
peu utilisés durant l'année, donc ils sont peu entretenus. Puis ça fait en sorte que ça devient aussi juste nos seuls points de sortie s'il se passe de quoi. Ça fait que ça met un peu de pression sur l'équipe de sécurité puis tout ça. Ça fait que c'est un gros défi, je te dirais, logistique quand même, le Transvalley. Puis à la limite, je te dirais que ça en est un plus grand s'il se passe de quoi que le QMT. Parce que le QMT, j'ai plus d'accès, j'ai beaucoup d'équipes qui sont sur le terrain. Le Transvalley, étant donné le nombre de coureurs, je peux pas me permettre d'avoir autant de médical mais il y a quand même un minimum à respecter. Mais quand tu organises un événement, là, c'est facile d'organiser une course jusqu'à temps que ça aille mal. Mm-hmm. Puis ça, moi, on a toujours fait les choses en calculant ça, quand ça va aller mal. Puis tu sais, ça fait que quand il y a quelque chose qui se passe, il faut que notre réponse soit rapide et efficace. Puis ça a toujours été une de nos priorités. Puis ça fait en sorte que pour nous, ça complexifie un peu la chose, je te dirais. Ouais, puis je pense que c'est le même en événementiel en général, qu'il faut toujours que tu planifies pour le pire et non pour le mieux. Puis quand ça va bien comme sur des roulettes, tant mieux, mais c'est rare que ça se passe comme ça. Puis des fois, c'est pas des problèmes, mais faut peut-être toujours un plan B, puis un plan C, puis un plan D dans ta petite poche en arrière, parce que c'est des événements qui ont plein de défis. Puis tu sais, je suppose que même quand un QMT, mettons, entre 2018 et 2019, les parcours étaient sensiblement les mêmes, mais ça peut être deux événements complètement différents, même si tu t'y prépares d'une façon, même si tu as le même staff que l'année d'avant, il y a des choses qui peuvent arriver. La température est pas de votre côté non plus. Fait que tu sais, je pense que chaque année, ça semble être à recommencer pour vous, puis pour toi, puis ton équipe, parce que si une année ça se passe bien, tu peux pas dire bon ben on a trouvé la recette, puis on recopie ça les prochaines années. Tu sais, ça peut pas être de même là. Non, malheureusement, c'est pas comme ça. Puis mais c'est ce qui fait aussi que c'est le fun, parce que tu sais, à quelque part là-dedans, c'est trillant parce que il y a toujours un défi. Tu sais, on a toujours mis beaucoup d'emphase sur la sécurité puis l'encadrement qu'on donne aux coureurs, parce que justement c'est un défi pour nous, puis c'est le fun de le faire, parce que à chaque année on essaie de s'améliorer, on essaie d'être plus efficace dans nos manières de travailler. Puis que ça touche un peu tous les aspects organisationnels aussi, là, dans les ravitaillements, la bouffe, juste les transports, ainsi de suite, là, tu sais, ça fait que c'est ce qui fait aussi que il y a ce petit thrill-là quand tu organises quelque chose qui fait en sorte que ça te garde la flamme allumée un peu, je te dirais. Mais je pense que c'est l'élément qui rassemble tout le monde qui fait de l'événement ou qui fait de l'organisation comme ça. C'est que il y a un thrill, il y a un moment que c'est showtime, puis que tu vois, moi j'ai fait dans une ancienne vie de la régie de théâtre pour des pièces de théâtre, pour des gros projets de comédie musicale, c'est des grosses prods avec beaucoup de monde, puis je retrouve ce même fun-là quand j'organise un événement pour le travail. Puis quand je vous vois aller, moi j'ai cet œil-là aussi de participer à une course, mais de voir aussi l'organisation autour. Puis je l'ai un peu vécu en passant en étant bénévole au Transvalley, d'être comme en arrière du rideau, puis de voir comment tout ça se déroule, puis c'est le fun d'avoir allé. Puis il y a une effervescence qui est là tout le long, puis quand l'événement dure 3 jours comme le Transvalley, ben t'es comme 3 jours on the spot, puis même plus que ça, parce que vous, l'organisation commence bien d'avance, tu sais, même sur place. Ça représente quoi, par exemple, un Transvalley qui commence le vendredi fin de journée? Vous, à partir de quand vous êtes sur le terrain en train de baliser? Habituellement, moi, je fais la fin de semaine d'avant. Je fais une grosse fin de semaine avec ma gang, puis on balise tous les parcours. Puis on fait un petit peu de fignolage. Je me garde toujours des backups durant la semaine, des jours de backup pour faire du fignolage. Ce qui est difficile au Transvalley, par exemple, c'est de baliser les parcours où que les vélos passent. Ça, on peut pas vraiment le faire d'avance, ça fait qu'on le fait un petit peu en retard. Puis on a de l'aide aussi de la vallée Bras-du-Nord. Là. Il y a un gars qui court nos courses depuis toujours, là, qui travaille dans la vallée Bras-du-Nord, qui est le responsable de l'entretien des sentiers, Antoine. Puis c'est généralement c'est lui qui balise ce segment-là. Fait que tu sais, on fait ça, puis après ça, je te dirais que le montage pour le Transvalley, c'est pas si pire. Tu sais, on commence le jeudi, puis
dans la journée de vendredi, on installe toutes les affaires là, vraiment là pour se setter pour la fin de semaine. Ce qui est plus difficile, c'est quand vient le temps du démontage. Fait que parce que Transvalley, tu sais, après 3 jours, ça te tente plus là. Tu sais, quand t'es coureur là, c'est vraiment trippant. Là. Tu mets tout ton linge mouillé dans un sac, puis tes espadrilles dans un autre sac, puis après ça, tu démontes ta tente puis tu t'en vas. Mais là, nous autres, on en a encore pour 6-7 heures de travail. Ça, c'est rough. Ça, c'est Ouais. rough. Ouais. Quand la pression est tombée aussi, puis l'adrénaline, tu sais, c'est une drôle de comparaison, mais c'est comme quand tu pars en voyage, tu sais, l'aller, c'est plate de l'avion, c'est plate de l'aéroport, mais tu t'en vas quelque part, tu t'en vas en voyage, c'est excitant. Ouais, le retour est toujours pire, tu sais, c'est la même ride d'avion, la même logistique inverse, mais là, t'es comme Ouais. Puis tu sais, le QMT, ben là, ça, c'est un autre débit, là. On commence peut-être 2 semaines d'avance, je te dirais. C'est ça. On pourrait jumper au QMT parce que là, on a parlé du Transvalley qui en aurait été à sa 14e année. Le QMT, vous avez parti ça il y a 10 ans. Qu'est-ce qui vous a motivé à repartir un deuxième événement après 3 ou 4 Transvalley puis de partir quelque chose de différent au Mont-Saint-Anne? Ben en fait, moi, tu sais, je me suis toujours entraîné au Mont-Saint-Anne, puis avant de travailler, de partir l'entreprise Horizon 5 avec mes associés, moi je travaillais au Mont-Saint-Anne, j'avais pris un poste aux événements justement. Puis durant cette période-là, j'ai vraiment fait la découverte du mont, puis tu sais, j'ai vraiment trippé. Puis j'étais allé dans tous les coins avec les vieux de la vieille pour plein de choses, là, plein de différents événements, plein de en tout cas bref, tu sais, j'ai fait le tour pas mal, puis ben, le Mont-Saint-Anne, comme je te disais, ça a toujours été comme mon terrain de prédilection pour l'entraînement, puis aussi pour aller tu sais, le mont, c'est quand même assez gros, là. Moi, maintenant, je vis ici, là. Je suis à la base de la montagne, tu sais. Okay. Je dois passer, je te dirais, à peu près minimum 200 jours par année dans la montagne. Tu sais, comme cette semaine, j'ai été 4 jours dans la montagne. L'hiver, c'est 5-6 jours. Fait que, tu sais, ça... Quand venu le temps de partir à nos courses, moi je voulais absolument que ce soit le Mont-Saint-Anne parce que je trouvais que c'était vraiment un beau terrain de jeu. Puis en plus, il y a une certaine facilité là-dedans parce que tu sais, quand tu connais le territoire, ben c'est facile de trouver un beau parcours puis de composer un enchaînement de sentiers qui fait en sorte que c'est attirant pour les coureurs. Puis dans ce temps-là, au Mont-Saint-Anne, avant le Mont-Saint-Anne, je courais, moi j'ai commencé à courir un peu avec le coureur nordique, avec Jim puis toute la gang. Moi je suis de la gang du coureur nordique, ça trahit un peu mon âge, là, mais je suis dans les premiers, là, ça fait que... 2009-10, je recevais Lauriane à l'épisode 10 on parlait de chaussures puis elle me disait que ça faisait un peu plus que 10 ans, je pense, le coureur nordique, 11 ans. Ouais. Ben non, mais en fait, ça doit faire 12 ans parce qu'on a fêté le 10e anniversaire il y a 2 ans. OK, ça fait 12 ans. Ouais. Je me rappelle, Joniane puis Jimmy avaient fait un gros party. Puis on a... ça, des parties, on a fait pas mal avec les coureurs nordiques. Puis à l'époque, je courais avec des coureurs qui allaient vraiment vite, là, tu sais, la cadence était bonne. Là, puis ça a été les bonnes années, d'ailleurs, mes bonnes années en course à pied sur route. Puis je voulais avoir un parcours qui permette justement à ces coureurs-là de pouvoir exploiter leur plein potentiel. Fait que quand j'ai composé un peu le parcours, tracé de parcours au Mont-Saint-Anne, c'était mon idée principale, c'était ce parcours-là, il faut vraiment qu'il soit fait pour que tu puisses courir tout le long du faut que les montées soient pas trop longues, interminables, puis que les sentiers soient juste assez bien là pour que tu puisses avoir une bonne foulée tout au long de ta course. Mais c'est drôle que tu dises ça parce que c'est vraiment une réalisation que j'ai faite cette année. Moi, mon baptême de course en santé, c'est le QMT 25 il y a 3 ans. Cette année, vous l'avez balisé à l'année, fait que moi aussi, j'aime bien me rendre au Mont-Saint-Anne pour m'entraîner. C'est la plus belle track dans la région pour faire ça. Puis, à un moment donné, je me suis dit, hey, coach, je vais aller me rechallenger sur le 25 puis essayer de battre mon temps de 3 ans pour le fun. Puis là, maintenant, ça fait 3 ans que je m'entraîne à côté au Mont-Saint-Anne puis que je commence à connaître la track, connaître les montées, connaître quelle place descendre, tu sais, pour avoir du fun puis pour se challenger. Puis là, tu montes le 25, tu commences le 25 puis
tu montes tout le long, mais c'est jamais, c'est pas la crête, c'est pas hyper à pic. Et en dedans de 4 kilomètres, t'es rendu sur le top de la montagne ou à peu près, puis tu fais, OK, on vient de monter un 500 mètres de D+, 600 mètres de D+, puis j'ai quasiment couru tout le long parce que, comme tu dis, c'est pas la crête, c'est pas la montée qu'on a au QMT quand on arrive au Mont-Saint-Anne, c'est toute une longue montée, puis c'est vraiment trippant, puis ça me fait penser à ça parce que j'ai vraiment eu cette réalisation-là de faire, OK, c'est un bon D+, que tu le sens pas tant que ça, mais que tu pompes parce que tu cours, mais c'est jamais assez pour monter en hike. Ouais, puis tu sais, la première édition, la deuxième édition, justement, Jimmy Gobey l'avait faite, puis je pense que c'est lui qui m'a fait un des plus beaux compliments parce qu'il m'avait dit, Jean, ton parcours il est vraiment bien balancé, tu sais, il est fait pour courir. Puis c'est exactement ça l'objectif. Fait que, fait que c'est ça, puis à partir de là, ben là, on a développé d'autres distances, puis tout ce qui est autour, puis tu sais, la porte d'à côté, nous autres, c'est Charlevoix, là, tu sais, être au Mont-Saint-Anne, c'est facile de se rendre à Baie-Saint-Paul, là, puis c'est facile d'aller dans le sentier des Caps, puis tout ce territoire-là, on y va régulièrement, là, ça fait que la Mestachibo, tu sais, Ça finit chez vous, là? Je pars de chez nous, ouais, c'est ça, puis tu sais, ça me prend 10 minutes de rentrer dans la Mestachibo. Fait que, tu sais, puis ce sentier-là, moi, je le trouve vraiment rustique. Non, ouais, ben tu disais tantôt, on voulait faire une track où tout le monde peut courir. Mestachibo, pas tout à fait. Tu sais, l'année passée, non. À part peut-être Max Leboeuf qui l'a rentré assez rapide, qui a gagné aussi le QMT, mais c'est hyper technique. Puis si quelqu'un veut se préparer pour du sentier technique pour une course, peu importe où, écoute, Mestachibo, c'est hallucinant pour ça. Là, moi, je l'avais fait une couple de semaines avant de faire le QMT, puis j'avais fait tabarouette, dans quoi je m'embarque, t'arrives là, puis t'sais, il en reste encore longtemps, mais c'est super technique avec les pompes et la rivière. Ce sentier-là est hallucinant, là, autant pour le hike que pour la course. Là. Les sentiers des Caps aussi, là, tu sais, c'est quelque chose, le sentier des Caps. Là, si tu savais tu sais, c'est un sentier qui est fait à l'ancienne, je te dirais, tu sais. Dans le temps, tu sais, il défrichait, il bûchait, mais tu sais, il faisait pas de monticule pour aider l'eau à évacuer, ainsi de suite. Ça fait que c'est un sentier qui tient pas bien l'eau, je te dirais, mais c'est tellement un beau sentier. Tu sais, t'arrives dans des forêts de bouleaux jaunes qui sont uniques au Québec. Moi, ça, c'est juste des petites affaires de même, puis il y a des points de vue incroyables avec le fleuve aussi. Tu sais, ça fait que puis ben ça, tout ce territoire-là, avec le QMT, on pouvait pas y accéder avant parce que ça connectait pas avec le Mestachibo parce que le problème, c'est que la rivière Sainte-Anne, elle coupe entre les deux. Ça fait que, à un moment donné, ils ont décidé de faire une nouvelle passerelle, proche de Saint-Féréol, sur le Mestachibo, qui permet justement d'aller vers Saint-Tite. Puis à partir de ce moment-là, ben, tu sais, ça nous a ouvert tout le territoire auquel où ce qu'on allait déjà s'entraîner puis on courait déjà, là. Ça fait que ça a été fantastique, là, puis ça nous a ouvert beaucoup d'horizons, puis ça, c'est quelque chose que vous aviez en tête depuis longtemps parce que, tu sais, tout ça, le bout que tu parles, que vous connectez, Sentier des Caps puis Mestachibo, c'est seulement depuis l'édition, je pense, 2018 que vous avez pu l'ajouter avec les longues distances. Fait que, il y a quand même eu un 7-8 éditions avant où vous tourniez autour du Mont-Saint-Anne où je voyais qu'il y avait un 48 qui était des fois une année 50 avec le 25 et kilomètres vertical et tout ça. Puis à un moment donné, en 2018, quand vous avez rajouté le 100 puis le 70 kilomètres, c'était au moment où justement ils ont construit le pont. Toi, c'est quoi que tu avais en tête depuis un bout ou Ben, en fait, tu sais, c'est dans le fun de développer puis d'essayer des nouvelles distances puis de proposer des nouvelles choses aux coureurs. Mais en arrière du Mont-Saint-Anne, t'as les terres du séminaire. Puis c'est difficilement accessible. Si tu veux avoir les autorisations pour aller là, c'est passablement compliqué, je te dirais. Puis ben c'est des chemins forestiers. Moi là, le trail là, des chemins forestiers, je suis pas capable. Moi le trail c'est technique. J'ai besoin que ça soit technique parce que c'est là que je me fais le plus de fun. Et c'est sûr que tu sais, c'est probablement que ça rejoint pas tous les coureurs, mais je pense que la majorité des coureurs en trail, ils apprécient beaucoup de faire du single track puis d'être dans un sentier difficile. Tu sais, la Mestachibo, il y en a beaucoup. Tu sais, je parlais
avec René Hamel il y a pas si longtemps, puis elle me disait, tu sais, Jean, là, moi, là, la Mestachibo, là, j'aime tellement ça, là, ce segment-là, parce que c'est là que je tire mon épingle du jeu, parce que souvent, les coureurs, tu sais, qui sont plus rapides, qui ont de la facilité à me dépasser, mais moi, dans cette section-là, je prends plaisir parce que je peux marcher enfin. Puis, elle a une endurance, elle n'a pas de fond, là, René, là, elle a une endurance incroyable, là, ça fait que c'est là qu'elle tire son épingle du jeu, là, dans des portions difficiles comme ça. Fait que, pour dire que on voulait développer, mais on n'avait pas vraiment de territoire à le faire. Ça fait que, tu sais, quand ça s'est ouvert, ça a été une opportunité qu'on a saisie immédiatement, là, tu sais, puis ça correspondait exactement à ce qu'on voulait, là. Tu sentais technique quelque chose de difficile, parce que, tu sais, on va se le dire, là, nous autres, on aime ça dire que le 110 km, c'est probablement l'épreuve de trail la plus difficile au Québec. Peut-être pas, là, mais ça en est une très difficile, fait que, parce que les sentiers sont très techniques, puis t'as beaucoup de dénivelé, tu sais, c'est quand même 5000 mètres de dénivelé positif juste en 110, là. Fait que c'est assez considérable, puis en même temps, on se dit, ben, si les coureurs vont se préparer pour faire des courses à l'international comme la Diagonale des Fous, tu sais, ou plein d'autres courses dans le monde qui sont assez techniques, où il y a des dénivelés super importants comme l'Ultra Trail de Madère, sur le 115, c'est à 7000 mètres de D+, tu sais, je veux dire, il faut que tu t'attaques à des parcours à un moment donné qui ont du gros D+, là. Puis, tu sais, le 110, c'en est un, le 80, puis le 50, c'est un costaud aussi, là. Non, en termes de dénivelé, je regardais pour le fun, parce que moi, j'ai 50 que j'ai fait l'année passée, puis c'est de loin la course que j'ai le plus trippé dans cette distance-là, parce que moi, je suis pas un coureur rapide, mais je suis un coureur de montée. Fait que là, j'ai été servi. Je veux dire, c'est quoi? C'est 2300 mètres sur 50 kilos. Ouais. Tu regardes à l'international, même, des 50 kilos, même en Skyrunning World Series et tout ça, à part Speed Goat, que Carl Melzer organise dans l'Utah, qui c'est un 50 avec 3000. Dans le 50 km, au-dessus de 2000, il y en a pas tant que ça, puis c'est une belle track, puis tu sais, c'est parfait, là, t'as une moitié très linéaire, là, t'arrives, puis après ça, tu fais la boucle autour du Mont-Saint-Anne, tu tapes la crête et tout ça, tu sais, c'est un 50 qui est très difficile, là, tu regardes les temps de finish moyens, tu regardes les temps de finish des gagnants, puis tu comprends que c'est pas un 50 qui se compare avec d'autres, là. Non, puis ce qui est le fun aussi, c'est que on attire beaucoup de bons coureurs. Fait que, tu sais, les coureurs, les élites, puis les coureurs qui veulent avoir du défi, qui veulent vraiment se challenger, là, ils viennent au QMT. Moi, ça m'a toujours impressionné de voir à quel point les pelotons au QMT étaient profonds. Il y a beaucoup de profondeur, là. C'est rare qu'on voit ça, là. Cette année, si le 50 aurait eu lieu, ça aurait été capable. Ça aurait été vraiment incroyable, là. Ouais. Il y avait beaucoup de monde là-dessus, puis je pense qu'il y avait beaucoup de monde qui voulait ce double titre-là, tu sais, je veux dire, d'habitude, votre 110 km, c'est le championnat de très longue distance, puis t'as le 50 qui était courte distance cette année, puis là, tout ça se ramassait dans le 50, dans une période, une saison où vous avez jamais tenu le QMT en automne, ça aurait été quelque chose d'assez épique, là. Il y avait un gros plateau de coureurs, là. Ouais, malgré que, tu sais, ça, toute la patente avait quand même été altérée par le fait qu'on pouvait pas vraiment faire la fête avec tout ça, là. Ben oui. Fait que c'est ça. Pour le QMT, je te dirais que c'est pas mal ça, tu sais, puis on regarde encore plein de choses, là, tu sais, puis nous, on aime beaucoup récompenser les coureurs, tu sais, on veut faire découvrir d'autres courses aux coureurs qui participent à nos épreuves un peu partout dans le monde. Ça fait que puis là on est en développement, puis tu sais, je pense qu'à la date ça va super bien, là, tu sais, en juin prochain on va se rendre en Suisse avec le Swiss Canyon Trail, puis on va amener des coureurs avec nous autres, puis on va je pense que après ça, il y a beaucoup de coureurs de la Suisse, ben beaucoup, c'est relatif là, mais il y a une couple de coureurs de la Suisse qui vont venir faire le QMT, puis c'est des bels échanges. Ouais, vous avez des beaux partenariats avec le Swiss Canyon Trail, mais avec la Diagonale des Fous aussi. C'était quoi l'année passée? C'est tous les gagnants dans leur catégorie. Ouais. Ben avec non, directement une passe droit. Pour la diagonale, ce qui est le fun, c'est que t'as pas besoin de passer par la loterie. C'est ça, si tu finis le QMT, tu
tu passes direct sans le tri pour la diagonale. Ouais. Mais tu sais, c'est à prendre avec des bémols quand même, parce que tu sais, la diagonale, le Grand Raid de la Réunion, il refuse pas normalement des gens qui viennent de l'international. Ouais, c'est ça. Mais je te dirais que en réalité, c'est pas tellement ça qui se passe. Il y en a qui se font refuser quand même, ou si tu t'y prends trop tard, tu sais, tu peux quand même décider à la tard de t'inscrire à la diagonale si tu finis QMT 110. Et étant donné que tu as fini QMT 110 d'office, ils vont t'accepter. Okay. Même si ils sont pleins. Fait qu'ils vont te faire de la place. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose de trippant. Puis pour les gagnants, ben on les amène tout inclus à la diagonale des fous. Puis écoute, c'est la course, là. C'est capoté, cette course-là. Là. C'est malade, là. L'île, en tant que telle, tu vois ça au moins une fois dans ta vie. Fait que ça, c'est vraiment un beau partenariat. Puis moi, ben, je suis ami avec le directeur de course. Puis quand je suis allé là-bas, puis que j'ai vu tout ça, moi, je me suis tout le temps vraiment intéressé aux organisations de course, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Suisse. Puis j'ai beaucoup voyagé pour faire des courses, justement. Puis ça m'a amené justement ça m'amène à vraiment avoir un œil attentif sur ce qui se déroule, tu sais, durant des grosses courses comme ça. Puis moi, ça me fait triper bien raide. Là. Puis la Réunion, c'est assez spécial en tant qu'organisateur. Quand tu vas là, tu te dis c'est incroyable que ces gens-là soient aussi pas stressés puis que tout se mette en place de même. Ah, puis il y a du monde qui court la diagonale, ben qui court le Grand Raid, peu importe les distances. C'est combien de coureurs au total? Ça n'a aucun sens. Ben, c'est à peu près, je te dirais, 7000 coureurs. Mais c'est parce que ce qui arrive, c'est que c'est comme tu sais, la Réunion pour les Européens, c'est comme aller à Cuba pour nous autres, là. Tu sais, c'est la destination, c'est une destination soleil, là, tu sais, mais puis en plus, c'est une république française. Là. Fait que t'as pas la barrière de la langue. Fait qu'il y a beaucoup de Français, forcément. Fait que, mais, donc, les coureurs, quand ils vont à la diagonale ou à la Mascareigne, peu importe, ils amènent leur famille. Ça devient un voyage familial. Fait que là, tu te retrouves pas juste avec 7000 coureurs, là, tu te retrouves là avec 50 000 personnes qui arrivent sur l'île là, en voyage. Là. Puis, tu sais, c'est pas gros, là. Puis toutes les Réunionnais, les gens qui vivent là, c'est comme le championnat du monde pour eux autres. Là. Ah, c'est ça. Fait que c'est l'heure olympique. Fait que tu sais, t'arrives là à Saint-Denis là avant le départ de la diagonale là, puis c'est comme c'est comme si t'arrivais en plein milieu du festival d'été, puis c'est Metallica qui joue ses plaines. Tu sais, ah ouais. Attelle-toi là si tu veux te rendre à la ligne de départ parce qu'il y a du monde là, solide. Fait que tu sais c'est vraiment c'est spectaculaire puis le clash doit être fou parce qu'on s'entend que les courses de trail en général, tu sais, c'est un sport qui est dans la marge, qui est tout petit, puis tu sais, quand on s'intéresse à ça, comme toi, comme moi, on tripe sur le trail, on suit les événements, puis moi j'aime ça regarder en ce moment, c'est les Golden Trail Series, puis c'est le fun de suivre ces affaires-là, mais c'est un sport qui est super marginal, qu'il n'y a pas grand monde qui fait, puis on est habitué de faire des courses où c'est plus modeste. Tu sais, tu regardes des grosses courses prestigieuses comme la Hard Rock puis la Western State, puis il n'y a pas un show à ligne d'arrivée pendant des heures puis tout. Fait qu'il y a ce côté-là à la trail. Puis là, t'arrives dans un événement comme l'UTMB ou comme la Diagonale des Fous, puis ça devient les Jeux Olympiques. Puis il y a comme, je pense, ce clash-là aussi, puis on entend beaucoup les coureurs le dire, tu sais, que c'est spécial de passer de Western State, puis de 360 coureurs, puis t'as un peu de gens sur le parcours. Après ça, des courses comme la Diagonale des Fous, où t'arrives là-bas, puis t'es adulé, puis tu signes des autographes, puis je veux dire, ça a l'air complètement fou comme ambiance, puis non, tu décris bien, écoute, je pense qu'il faut le vivre une fois. Là. L'affaire avec les États-Unis que les gens savent pas, c'est que s'il y avait un pays qui serait capable de mettre des courses en place comme l'Europe, c'est eux autres, tu sais, parce que the show must go on aux States. Ah oui. Mais le problème aux États-Unis avec les courses, je sais pas si c'est un problème, là, c'est peut-être un avantage, mais par exemple, à Western States, il y a 4000 du parcours qui passent dans un parc national. Puis ils veulent absolument pas dévier le parcours ou je pense qu'ils peuvent pas le dévier. Puis dans ce parc national-là, par jour, le maximum,
c'est 382 personnes, je pense, qui peuvent passer là. Donc, ils n'ont pas le choix de respecter cette limite-là. Puis, ce qui est spécial avec les parcs nationaux aux États-Unis, c'est que c'est dans la Constitution. Fait que tu peux pas t'attaquer à ça puis en tant qu'organisateur puis dire hey, nous autres Western, tu sais, on est la course, le Western State, on s'entend que c'est une sinon la course la plus réputée au monde. Là. Ah ouais. Ils pourraient dire on veut vraiment amener plus de gens là, mais jamais qu'ils vont s'attaquer à la constitution du parc national là, pour avoir plus de gens qui passent là. Ils seront pas capables. Ils seront pas capables légalement. Puis deux, c'est des gens quand même qui sont assez conservateurs. Ça fait que qui respectent beaucoup les traditions puis les lois. Fait que je pense que qu'ils respectent ça. Ça fait que ce qui fait en sorte que à peu près toutes les courses aux États-Unis qui passent dans des beaux endroits comme ça, des beaux parcs nationaux, c'est des nombres très limités à cause de ça. Et ce que les organisateurs font, c'est que au lieu de faire une course dans l'année, mais ils vont en organiser 10 ou 12. Ah, c'est ça. Fait que là, on s'entend que la Western States puis la Hard Rock, ils n'ont pas besoin d'organiser plus de courses que non, ça. Non, mais tu vois, un gars comme Jamil Khoury en Arizona, moi j'ai fait une de ses courses avec sa compagnie, puis il en organise une par 2 semaines, je pense, une année pas de COVID. Là, c'est sans arrêt dans les parcs nationaux autour de Phoenix. Tu sais, Phoenix, je sais pas si t'es déjà allé, tu t'as la ville, puis t'as 12 parcs nationaux à peu près autour des montagnes et tout. Puis chaque fin de semaine, ils changent de spot, puis c'est la même course, les mêmes genres de parcours, parce que du désert, c'est du désert, mais c'est des courses à 300-400 coureurs maximum. Fait faut qu'il en fasse beaucoup pour lui pouvoir soutenir ça avec son organisation à l'année. Ouais. Fait que, mais en même temps, moi, ce que je trouve vraiment le fun dans ces courses-là, c'est que ça a encore, comme tu disais tantôt, tu sais, c'est basic, tu sais, c'est roots, c'est là que le trail a pris ses racines. Puis, tu sais, c'est vraiment, c'est à échelle humaine. Quand t'arrives à la Diagonale des Fous, ou que t'arrives à l'UTMB, au Marathon du Mont-Blanc, l'échelle humaine, on s'entend qu'elle prend le bord pas mal. Encore là, ça dépend toujours de la population, de la partie du monde où ce que tu vas, parce que moi, j'ai trouvé que à la Diagonale, c'était particulièrement humain comme approche qu'il y avait par rapport aux gens qui faisaient la course. Tu sais, c'est très terre à terre, c'est des gens qui, comme je te le disais tantôt, qui sont vraiment pas stressés dans la vie. C'est des insulaires, puis ça paraît, puis tu sais, je te donne un exemple, le Denis, là, le directeur de course, là, il n'y a pas de CB. Il y a pas de radio pendant la course. Tout le monde veut y parler, tu comprends-tu? Ah oui. Et s'il se passe de quoi? Là, je dis, ouais, comment ça t'as pas de CB? Là, il me dit, il dit, Jean, je veux pas avoir ça. Tout le monde, je veux pas savoir qu'est-ce qui se passe. S'il se passe quelque chose de grave, ils vont m'appeler. Fait que, OK. fait que c'est ça, tu sais, c'est comme une mentalité différente, c'est bien correct. Ouais, puis c'est ça qui est intéressant, je pense, de voir ces différentes cultures du trail-là, puis je pense que c'est le fun d'aller les explorer, puis t'en parlant en Europe, c'est un autre game complètement, puis même l'ultra-trail en Europe est populaire, mais jamais autant que, tu sais, le Skyrunner World Series, puis les distances plus marathon de la Golden Trail Series ou de ces genres de courses-là, que c'est une autre game. Tu regardes des courses américaines, les gars, les filles, ça court minimaliste, des gourdes à main, ils arrivent dans les ravitaux, puis c'est leurs parents qui sont là, même si t'es Courtney Dauwalter puis Jim Wamsley, c'est ta mère puis ton père qui remplit tes gourdes. C'est une autre game, la Skyrunner World Series en Europe, puis les courses, tu sais, le marathon du Mont-Blanc t'en parlais, puis Sierzinal, puis Zegama, puis ces courses-là, c'est complètement fou. Mais je pense que c'est le fun d'avoir tout cet écosystème-là, puis de se promener là-dedans. Tu sais, toi, je voyais que t'as fait le marathon du Mont-Blanc comme coureur, t'as fait la Mascareigne à la Réunion, puis t'as fait des courses ici aussi en Amérique, puis ça doit être trippant comme coureur de patauger là-dedans, puis de faire des courses backcountry. Moi, je n'ai fait une coupe au States, puis c'est cool cette attitude-là, complètement roots, comme tu disais, c'est vraiment à la racine du sport qui est mettre des espadrilles puis courir dans le bois, c'est tout. Et après ça, t'as ces grosses courses-là. Tu sais, comment tu l'as vécu comme coureur de faire ces différents événements-là? Moi, écoute, j'ai vraiment trippé sur tellement de choses, de voir tout le spectre. Puis, tu sais, ça fait longtemps que je suis un petit peu là-dedans. Ça fait que j'ai vu les choses évoluer. Je me rappelle, dans les débuts, j'étais allé avec ma blonde à Font-Romeu, dans les Pyrénées.
qui est pas loin de la frontière de l'Espagne. Puis on était dans une course qui s'appelait la Kilian Classic. Puis ma blonde avait été invitée là par un concours, puis à l'époque, c'était une des super de bonnes coureuses au Québec, sinon la meilleure, là. Puis on avait été invité là avec le Team Salomon. Ben, pas moi, mais plus puis, moi, je me suis retrouvé là, puis écoute, tu sais, c'était l'Europe, mais ça commençait, c'était des coureurs comme, tu sais, on s'entraînait avec Kilian. Il y avait Anna Frost dans le temps, qui était là. Après ça, il y avait le coureur de l'Afrique du Sud, je me rappelle plus de son nom. Ryan Sands? Ryan Sands. Ouais. En fait, la première mouture de l'équipe Salomon était toute là. Puis je pense que ça a beaucoup changé, là, ça a beaucoup évolué, mais à l'époque, c'était vraiment friendly. Puis les gens, tu sais, ils se prenaient pas au sérieux encore. Les athlètes, en fait, se prenaient pas encore au sérieux. Puis après ça, tu sais, j'ai vécu des super de belles courses comme le championnat du monde en Italie. J'étais allé là avec Sébastien Côté, in and out. On avait fait, je pense, 4 jours là-bas. Puis c'était là à échelle humaine parce que c'était un super de petit village. C'était pas des grosses montagnes, mais c'était en Toscane. C'était merveilleux, mon gars. Parce que on avait passé toute la fin de semaine là, puis c'est là que tu fais des plus belles rencontres. C'est parce que t'es tout en même place. Il y a pas 56 000 places à aller. T'es pas dans Chamonix où ce que tu peux aller dans 15 bars ou 15 restaurants. Là, il y en a 2 des restaurants. Fait que forcément, tu vas rencontrer du monde. Ça avait été une expérience unique, là, tu sais. Hey, je me rappelle avoir soupé avec Michel Poletti de l'UTMB. Ben oui. Puis tu sais, de jaser avec lui, puis il m'a tout raconté comment l'UTMB est parti, puis c'était très, tu sais, c'était casual, comme on dit en anglais, là. Ça fait que ça, c'était vraiment une belle expérience, puis à l'autre bout du spectre, il y a le marathon du Mont-Blanc, par exemple, puisque t'as 2000 personnes au départ, puis moi, je trouvais ça aussi super le fun, ça, parce que il y avait comme une ambiance vraiment électrisante dans Chamonix, puis d'avoir tous ces coureurs-là, c'est plus grand que toi, là. Ça fait que tu peux pas dire à ce moment-là, au départ, hey, c'est pas le fun, tu sais, moi j'aime pas ça, là. Tu sais, c'est trop électrisant, là. Si t'aimes un petit peu les foules, si t'aimes les festivals, si t'aimes voir comment quelque chose peut prendre beaucoup d'ampleur, quand t'es là, t'es submergé par l'ambiance, là. C'est clair. C'est capoté. Puis là, t'as toutes les coureurs élites en avant qu'on regarde un peu partout dans les médias, puis ça te fait un peu rêver, mais en même temps, ils sont juste là. Ils sont juste à côté de toi, là. Fait que ça, j'avais vraiment aimé ça aussi. C'était spécial. Puis ça me faisait penser un peu quand le départ du demi-marathon de Montréal dans le temps sur le pont Jacques-Cartier, là, tu sais, avec tu te retournes là. Puis là, tu vois à peu près 10 000 personnes qui sont alignées qui attendent, là. Tout le monde du demi, tout le monde du marathon. Mais ça faisait un peu cet effet-là à Chamonix, au marathon du Mont-Blanc. Puis à Diagonale, c'était un peu la même chose aussi. Fait que, tu sais, c'est toutes des affaires qui sont vraiment tripantes à découvrir puis à expérimenter. Puis je pense que j'ai pas tant de préférence. Ma préférence, c'est plus la diversité, je te dirais. Tu sais, c'est comme quand tu voyages. Quand tu voyages, là, ce que tu veux, là, c'est ouvrir ton esprit à la nouveauté, à découvrir quelque chose. Ça fait que c'est la même chose, je pense, quand tu participes à un événement auquel tu n'as jamais participé dans le monde, dans une culture différente. Tu t'émerveilles de choses que pour la population, c'est commun, mais pour toi, tu sais, c'est nouveau. Ça fait que ça te fait découvrir quelque chose que tu n'avais pas ressenti avant. Fait que ces affaires-là, moi, ça me fait capoter. J'aime vraiment ça. Puis ça motive aussi mon désir de voyager.
Fait que, puis d'aller découvrir encore d'autres choses un peu partout. Ouais, puis je pense que c'est ce qui est le fun avec notre sport aussi, c'est que ça te permet de voyager parce que tu peux combiner des courses à une destination ou le contraire, ta course oriente vers quelle destination tu vas. Mais je pense que chaque course, puis j'en parlais, je pense que c'était avec Pat Godin justement, que notre sport, ce qui est fou, c'est que tu peux aller faire la même course que les élites que tu suis. Tu sais, c'est le fun de suivre sur les médias sociaux ou peu importe Kylian, ou peu importe quel coureur qui va faire des courses ou suivre l'Ultra Trail World Tour. C'est comme quelqu'un qui tripe sur le golf qui peut suivre le Master puis le PGA Championship. Sauf que toi, tu peux t'inscrire au Masters. C'est ça qui est le fun avec le trail, c'est que tu peux aller dans ces événements-là quand ça se passe, puis justement découvrir des cultures. Puis c'est ce qui est le fun des petites vidéos de l'Ultra Trail World Tour aussi, quand tu regardes ça, les recaps de saison. Chaque course est teintée de sa culture. Tu sais, l'Ultra Trail du Mont Fuji, tu vas voir quelque chose qui est complètement différent de l'Ultra Trail du Mont Blanc. Puis le Goaligong by UTMB, t'as bien beau être une course qui est by UTMB, si t'en vas dans le fin fond de la Chine, des montagnes, c'est sûr que tu vis de quoi de différent que si tu faisais une course européenne. Puis après ça, en parallèle à ça, t'as des courses américaines qui sont bien backcountry, puis là, tu te mets à essayer de voir où je pourrais voyager pour faire des courses. Puis moi, je checkais ça cet hiver pour des courses que je ferais pas finalement parce que merci COVID, mais tu regardes en Amérique du Sud, puis il y en a plein des ultras, puis des destinations de fous, puis chaque pays a son ultra, puis ça peut comme orienter tes voyages, mais tu découvres des cultures à chaque fois, tu sais, puis c'est ce qui a l'air d'être trippant, puis je pense que ce que vous avez vécu avec la gang de Québécois qui était au Grand Raid l'année passée à l'île de la Réunion, puis après ça, tu vois la gang qui sont allés aussi en Guadeloupe cet hiver avec les ultra-traces là-bas, puis je pense qu'il y a quelque chose de spécial dans chacune des courses, parce qu'elle est teintée. Oui, c'est le même sport, mais après ça, les organisateurs, l'organisation, le pays qui t'accueille, l'endroit où tu le fais, teinte ton événement, puis ça crée des petites particularités pour chaque course que tu fais. Je pense que c'est ça qui est le fun de notre sport. Ouais. C'est ça, ben, tu sais, là, on parle de super de belles destinations, là. Ça implique des sous aussi, hein, d'avoir des sous pour faire ça, mais tu sais, à notre échelle, on a quand même une super de belle diversité, tu sais, au Québec, il y a des courses un peu partout. Tu peux aller chercher un peu ce feeling-là en plein d'événements. Tu sais, tu peux aller faire une petite course bien road, puis tu peux aussi aller faire quelque chose à grand déploiement, puis ou quelque chose entre les deux. Tu sais, tu peux. Fait que, tu sais, ça aussi, ça fait partie un peu du voyage. Hein. Ah ouais, puis il y en a des belles courses au Québec pour, comme tu dis, cet écosystème-là qui se différencie. Tu sais, si t'en vas faire le Gaspésia 100 à Percé ou l'Ultra Trail et Chic-Choc, ben tu vis de quoi de complètement différent que quand tu t'en vas faire Bromont ou un événement à Tremblant ou nos belles courses qu'on a dans la région de Québec, que ce soit avec Charlevoix à Ricana ou le QMT ou le Transvallée ou le Trail de la Clinique. Tu sais, tantôt tu parlais la forêt de Bouleau Jaune, Sentier des Caps, ben c'est de quoi qui est unique à cette portion-là de course. Si t'en vas faire après ça à Ricana, ben t'es dans la forêt boréale profonde, puis comme tu dis, à petite échelle au Québec, on a vraiment ces différents écosystèmes-là, puis ces différentes courses, puis ces différentes organisations-là qui ont toutes leurs particularités. Ouais, puis tu sais, pas loin de chez nous, là, aux États-Unis, là, il y a des fichus de belles courses aussi, là. Ça vaut la peine des fois de s'y attarder, là, tu sais, quand on va pouvoir retraverser les lignes, là. Ouais. C'est aussi, là, c'est le fun d'aller faire ces courses-là, ça fait que c'est ça. Mais, tu sais, fait que c'est comme tu disais tantôt, on peut s'aligner sur les mêmes courses que les élites. Ben, c'est un petit peu moins vrai avec l'UTMB, là, mais, ça commence à être un peu plus élitisme, mais, tu sais, c'est puis compliqué pour se rendre là. En tout cas, bref, fait que, il y a toujours espoir, tu sais, d'aller comme aller à Western States, c'est encore une bonne vieille formule où ce que t'as des chances d'être pigé, puis à la Hard Rock aussi, puis même dans les autres, il y a plusieurs courses aux States que c'est encore de la pige. Là. Même le Vermont-Sang c'est rendu une pige. Ah oui, Leadville est rendu avec une pige. Toutes les grosses courses américaines, parce que comme tu dis tantôt, c'est des courses qui ont un prestige, mais s'il y avait la possibilité d'avoir le nombre de coureurs qu'ils veulent, il y aurait probablement pas de pige parce que tu sais, il pourrait avoir 2000 coureurs sur le départ, mais là, sont maintenus à des petits nombres, ce qui fait que faut qu'il y ait des piges un peu partout. Tu sais, il y a de quoi de le fun aussi à courir ces courses-là parce que t'es tout seul longtemps. Tu sais, je pense que quand tu fais l'UTMB, t'es longtemps accompagné du monde. Puis Pat Godin, il le disait à l'épisode 7, tu sais, t'as aucun moment où t'es tout seul dans ta course. Ben, tu sais, comme un coureur comme moi, là, moi, je vis ça, l'UTMB, là, je fais jamais ça, là, tu sais, premièrement, je suis pas vraiment en accord avec ce que l'UTMB fait puis projette.
Puis deuxièmement, si je veux faire le tour du Mont-Blanc, je vais le faire avec ma blonde, ben tranquillos, là, puis peut-être en autonomie, là, puis avec moins de monde autour, puis ça va être bien correct. Non, puis je pense que c'est un sentier qui est emprunté beaucoup, puis que c'est un tracé qui est clair à trouver. Là. C'est un sentier qui existe, puis que des gens font en 7 jours ou peu importe, en 2 semaines, puis il y a des villes tout le long, puis c'est possible d'être fait en fast packing, peu importe la formule. Ouais, exact. Quand tu disais que t'es moins en accord avec leur ce qu'ils projettent et tout, c'est quoi en fait précisément qui est l'UTMB? C'est que c'est rendu une grosse machine à imprimer de l'argent ou Ouais, ben, en fait, tu sais, moi, ce que je trouve un petit peu dommage avec ça, c'est que, tu sais, ça a pris comme une tangente. Tout est un gars de marketing, de communication, ça fait que tu vas comprendre un peu ce que je dis, là, mais, tu sais, c'est justement, je pense que ça c'est devenu trop une opération marketing UTMB. Puis, tout va... tu sais, au Québec, on n'aime pas tant la collusion, puis quand tu regardes ça, la machine de l'UTMB, c'est ça, c'est un système de collusion, dans le fond. Parce que, tu sais, quand tu regardes un peu comment ça fonctionne, là, puis que tu connais un peu la machine de l'intérieur, les politiques qui sont propriétaires de l'UTMB, ils sont actionnaires majoritaires dans l'Ultra Trail World Tour. Fait que, puis pour faire partie de l'Ultra Trail World Tour, une petite course, là, tu sais, comme l'UTHC, là, c'est au minimum 10 000 € par année. Fait qu'une course comme le Madère, c'est 30 000 € par année pour faire partie. Puis ça, tu verses ça directement à la machine politique. Bon, ça, c'est une chose. Ensuite de ça, ils ont créé leur propre course un peu partout dans le monde, qui fait en sorte que si tu participes à leur course, ben tu te qualifies automatiquement pour faire l'UTMB. Ben, ils ont le droit de faire ça, là, on remarque, là, tu sais, c'est bien correct, là, tu sais, mais sauf que ce que je trouve que ça l'enlève le fait que c'est moins démocratique, que je te dirais, de pouvoir entrer à l'UTMB. Tu sais, avant, ça l'était beaucoup plus parce que tu pouvais participer à pratiquement n'importe quelle course, puis te ramasser des points, puis avoir l'espoir de participer à l'UTMB. Maintenant, ça devient de moins en moins possible, tu sais, parce que là, ils t'obligent, ils te forcent à participer à des courses, soit de l'Ultra Trail World Tour, ou soit qui sont produits par eux autres. Fait que moi, je trouve que c'est un petit peu c'est pernicieux, je trouve, comme façon de faire. Puis en plus, tu sais, l'UTMB est beaucoup à côté avec l'ITRA. Tu sais, l'ITRA, les gens qui travaillent à l'ITRA, les permanents, travaillent aussi pour l'UTMB. c'est ça que j'allais dire. Durant la période avant l'UTMB, ça fait que comment tu veux que les gens qui travaillent à l'ITRA aient une indépendance quand ils prennent des décisions face à quand l'UTMB leur demande quelque chose, est-ce qu'ils ont vraiment l'indépendance de dire non, ils l'ont pas. Tu sais? Puis tu sais, l'ITRA, par exemple, tous les organisateurs de courses là, qui font évaluer leurs courses, ben ils font évaluer leurs courses via l'ITRA. L'ITRA, elle utilise un système qui s'appelle Trace de Trail. Et Trace de Trail, ça appartient à qui? Au fils de Michel. Et puis, toutes les courses en Europe ou presque sont chronométrées par Live Trail. T'as sûrement déjà remarqué ça. Ça appartient au fils de Michel. Fait que, tu sais, c'est une grosse gamique. Une famille qui gère tout. Moi, j'appelle ça la mafia du trail. Fait que, écoute, c'est peut-être un gros mot, là, mais c'est pas des malfaiteurs, là, tu sais, je veux dire... Non, mais ils ont trouvé quelque chose, puis ils ont comme pris le contrôle de toute la patente au complet. Ben, c'est ça. J'allais dire, ceux qui connaissent moins ça, l'ITRA, c'est l'International Trail Running Association. Puis, si tu veux faire l'UTMB, si tu veux faire ces courses-là, tu ramasses des points. Puis, les points, ben, dès que je pense qu'une course est officiellement ITRA, tu peux écrire, ben, c'est un UTMB Qualifier parce que tu peux ramasser des points, mais tu sais, si ta course, c'est un 30 kilos avec 1000 mètres de D+, puis t'as un point ITRA, tu peux écrire que c'est un UTMB Qualifier. Fait que, tu sais, il y a tout ce système de points-là, puis ils font comme aussi archiver tous les classements des courses. Fait que tu peux aller voir les rangs des coureurs et tout ça, puis il y a des cotes associées aux coureurs, puis les coureurs élites peuvent, quand ils ont une cote de 800, par exemple, peuvent aller directement à l'UTMB. Fait que, tu sais,
Ben, tu sais, Ils contrôlent des beaucoup courses, de paramètres dans ouais, patente. gars, c'est des gens qui se connaissent, puis tu sais, oui, tu sais, on réussit à aller chercher toutes les courses, beaucoup de courses qui sont très prestigieuses, ça fait que, mais tu sais, l'Ultra, c'est pas une mauvaise chose. L'Ultra, je trouve que c'est une belle organisation. Moi, j'ai déjà été représentant national pour le Canada de l'Ultra, puis tu sais, ça permet à beaucoup d'organisateurs justement, d'offrir leur opinion sur qu'est-ce qui doit se faire en trail au monde, puis ça permet aussi de pousser la discipline, puis de l'encadrer, puis de donner des balises aussi, parce qu'à un moment donné, tu sais, le monde du trail, quand ça a explosé, ça a fait en sorte que tout le monde faisait un peu ce qu'il voulait, tu sais, puis l'Ultra, ce que ça a fait, ça a comme mis des balises aux organisateurs, puis ça a mis aussi des balises pour les coureurs, parce que tu sais, les coureurs, à un moment donné, sont capables de se situer à travers le dédale de toutes les courses, puis ils sont capables aussi de, comme tu disais tantôt, de se situer dans leur performance. Parce que, tu sais, la Côte Titra, c'est quand même une référence moi, je trouve qu'elle est quand même assez bonne. C'est une bonne référence, la Côte Titra, puis nous, en tant qu'organisateurs, ça nous permet un peu d'évaluer les athlètes, comment qui se débrouillent, puis les comparer aussi aux athlètes internationaux. Tu sais, quand t'as un Maxime Leboeuf qui est rendu avec une cote de 850 au-dessus, mais tu sais, ça commence à être intéressant. Là. Ah oui, c'est ça. Puis que tu sais, quand Anne Champagne elle vient gagner le QMT, puis que sa cote elle monte au-dessus de 700, ben c'est le fun pour elle, là, parce qu'automatiquement, tu sais, quand elle fait une course comme le Trail du Bourbon à l'île de la Réunion, puis que l'animateur il regarde ça, puis qu'il voit sa cote, ben là il fait OK, c'est une sérieuse là, c'est une bonne concurrente là. Fait que tu sais, tout ça fait en sorte que c'est pas une mauvaise organisation, puis c'est pas vraiment ça que je veux dire non plus, sauf que tu sais des fois je trouve que ça revient trop à l'UTMB. Ouais, c'est ça. C'est que c'est centré vers l'UTMB, alors que l'ITRA, ça te donne l'impression quand t'es coureur, quand tu te mets à t'intéresser à ça, que c'est une organisation comme indépendante qui gère tout ça, mais rapidement, tu vois quand tu payes ta cotisation annuelle à l'ITRA, tu vois qu'est-ce qui est écrit sur ta carte de crédit, tu fais OK, c'est à Chamonix. Puis tu comprends à un moment donné que c'est relié à l'UTMB. Par contre, comme tu dis, ce qui est intéressant des ITRA, c'est que tu peux comparer des performances aussi entre elles, parce que des fois, une 8e place dans une course bien backcountry, ça vaut moins qu'une 30e place dans une course prestigieuse, puis ça permet cette cote-là des fois de comparer d'une performance à l'autre, puis de comparer des courses entre elles, parce que, comme on le disait tantôt, il y a des 50 km, il y a différents niveaux, mais comme coureur, c'est le fun de rechercher des courses. Quand tu dis, je vais aller faire une course, je vais aller voir qu'est-ce qui existe comme course, mais le moteur de recherche de l'ITRA, il est vraiment le fun. Oui. Ça permet de comparer, parce qu'un 50 km comme le QMT qui donne 3 points, il y a un 50 km comme j'ai pu faire en Arizona qui donnait 2 points. Mais à un moment donné, tu comprends que le degré de difficulté est pas le même. Puis quand tu fais les deux, tu comprends pourquoi. Mais il y a des 100 miles qui donnent 4 points, 5 points. Puis t'as des 100 miles, t'as des moins de 100 miles qui donnent 6 points parce que tu sais que le degré de difficulté, ben, il est plus intense. Puis là-dedans, ça calcule des points de montagne qui sont plein de choses. Puis je sais pas comment ils calculent les points de montagne, mais ça permet de voir un peu le degré de difficulté de ces événements-là. Là. Ouais, les points de montagne, je te dirais que c'est pas tant dans le calcul, c'est pas tant ce qui fait la différence, c'est surtout le dénivelé, puis après ça, tu sais, la distance évidemment, puis ton dénivelé, puis après ça, ils comparent un peu le temps du premier. Après ça. Ah, parce que c'est sûr qu'il y a un 100 miles qui se gagne en 14 heures comme comme Western State. Exact. Puis il y a un 100 miles comme la Diagonale des Fous qui se gagne en 24 heures. Tu sais, il y a le dénivelé, mais il y a plus que ça aussi, parce que l'UTMB se gagne en 19-20 heures, puis Hard Rock se gagne en 24, puis ils ont exactement le même profil. Fait que tu dis, OK, côté technicité des sentiers, je suppose que le temps du gagnant est un bon indicatif. Quand Kilian met 23 heures sur Hard Rock, puis 19 heures sur UTMB, tu vois ton comparatif. Hein. Ouais. C'est un peu ça. Ça fait que c'est ça. Puis ça permet aussi, comme je disais tantôt, la rencontre de plein d'organisateurs, parce que si tu veux vraiment t'impliquer, puis les coureurs aussi peuvent s'impliquer. Là, tu sais, David Jecker, il a participé, il est venu en Italie avec nous autres, puis il est venu en Espagne aussi. Et ça permet d'échanger avec d'autres coureurs. Tu sais, puis avec d'autres organisateurs peuvent voir un peu comment que le profil de notre sport se dessine. Tu sais, ils font aussi la représentation à
à l'Association internationale d'athlétisme, ce qui est pas une mauvaise chose parce que, tu sais, dans l'optique où ce que tu vas avoir un championnat du monde qui est vraiment qui est legit, tu sais, qui est officiel, ben ça te prend le cautionnement un peu de l'Association internationale d'athlétisme. Puis ça, ça c'est dans les débuts d'Ultra, ça a toujours été quelque chose d'assez difficile de se faire reconnaître parce que c'est pas un organisme qui est reconnu. C'est reconnu, mais c'est pas un organisme qui fait partie des fédérations. C'est pas une fédération. Ça fait que c'est juste un organisme à but non lucratif. Fait que, tu sais, le fait de pouvoir déjà discuter avec l'Association internationale d'athlétisme, c'est une bonne chose. Tu sais. Ça fait que pour le championnat du monde, entre autres, tu sais, ça fait que c'est déjà ça fait avancer les choses. Ça fait que, tu sais, faut quand même être pondéré mon propos, là, mais fait que c'est ça. Mais tu sais, ça empêche pas que, tu sais, si j'avais l'occasion, si tu me dirais, hey Jean, j'ai une place pour toi pour aller courir l'UTMB, mais c'est sûr que j'y vais. Ouais, c'est ça, mais tu sais, la façon maintenant que c'est fait, j'irai jamais, probablement. Non, c'est beaucoup plus compliqué. Puis avant ça, comme tu avais les points, tu faisais 3 courses de 5 points en une saison, puis tu avais automatiquement ta possibilité de soumettre ta candidature, puis ça se faisait assez rapidement. Mais là, on voit qu'avec les courses by UTMB qui donnent des passes droits, avec les... C'est quoi aussi la nouvelle affaire, là? Certaines courses donnent des genres de... C'est-tu des genres de roches ou je sais pas trop quoi? Ouais, puis ils appellent ça le... les cailloux, je me rappelle plus ouais, quoi. je me rappelle plus non plus, là. Mais tu sais, c'est un autre système. Ouais. C'est un autre système en parallèle, mais ils augmentent pas parallèle. non plus, ils augmenteront pas le nombre de coureurs qui peuvent courir l'UTMB. Je veux dire, c'est déjà Non. pack. Fait que Ouais. tu te dis là, c'est rendu que la façon de ramasser tes points classiques puis de soumettre ta candidature, ben c'est genre une des 3 voies, alors qu'avant c'était la seule voie. Fait que Ouais, c'est ça. moi Ben, je il y me avait un plaindrais groupe pas, j'ai avec- été vraiment très 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 chanceux. Là. J'ai été Ah ouais, pigé au premier T'as essai. été pigé pour la CCC. Ouais, c'est ça. Mais c'est Mais une grosse lock là. Ça arrive jamais c'est la souvent. première. Ouais. Fait que je sais Ouais. pas quand ça va arriver, mais j'ai été pigé, j'ai ma chance d'ici 3 ans, mais ça, je touche du bois parce que c'est vraiment, ça arrive jamais, là, tu sais. Je commençais à m'inscrire cette année parce que je me disais, je me donne un horizon de 10 ans pour l'essayer à chaque année, puis plus tôt je commence, plus tôt je peux, puis c'est le QMT qui m'a permis ça avec les 3 points sur le 50, mais, Ouais. on va toucher du bois. Ah, mais c'est bon, ça. Mais en tout Ah cas, ouais. tu sais, je veux dire, tu sais, c'est des affaires de même, tu peux pas passer à côté, là. Non, c'est ça. À moins que tu sois blessé, là. Ah, et bien encore là. Ouais, Ah, mais c'est même ça. c'est ça, tu y vas pareil, là. Ah, c'est ça, puis tu peux prendre l'assurance, qui coûte un peu plus cher, mais qui dit, tu peux reporter à l'année d'après, puis tu dis c'est l'UTMB, fait que, Ouais. je sais pas si je vais réussir à faire un jour la grande, mais déjà d'aller faire la petite sœur de 100 km, je vais pouvoir faire partie de cet événement-là, puis surtout, ce qui est le fun de la CCC, c'est que t'arrives 24 heures, le mid-pack arrive 24 heures avant les arrivées de l'UTMB, fait que tu peux être dans la foule quand il y a le gros party qui se passe, puis t'as, je sais pas combien de milliers de personnes à Chamonix qui accueillent, peu importe qui gagnera cette année-là. Mais tu sais, en France, là, puis il y a tellement des belles courses, là, que tu peux faire, tu sais, si tu veux recréer un peu l'ambiance du TMB, là, il y en a, là, des courses comme l'UTKTM, là, je sais pas si c'était déjà... Ouais, j'ai vu ça, là. Ouais, j'ai vu ça. Ça, c'est merveilleux, cette course-là, là. Je me rappelle plus c'est dans quel secteur exactement, là, mais c'est capoté, là, le parcours, là, puis c'est une organisation incroyable aussi, là. Puis t'as des courses, si tu veux avoir une course en montagne dans les Alpes qui est merveilleuse, t'as l'échappée belle. Ah, c'est ça que j'allais dire, c'est quand moi l'échappée belle, complètement fou, ça. Je veux absolument faire ça un jour, là, tu sais, puis C'est quoi, c'est 150 quelques kilomètres, mais c'est 11 500 mètres de D+. Ah, c'est capoté. Mais, tu sais, ça, c'est le genre de course que t'as pas le réflexe de penser à t'inscrire à, puis pourtant, c'est facile de s'inscrire à l'échappée belle, là. Non, oui. Puis, tu sais, tu vas vivre de quoi d'incroyable, là. Tu sais, après, t'as des courses comme le Grand Raid des Pyrénées, là. Les Pyrénées, c'est une autre affaire, là. Tu sais, c'est des montagnes, c'est un territoire vaste, c'est des beaux lacs cristallins, c'est vraiment c'est quelque chose à voir, là. Puis tu sais, puis là, le Grand Raid des Pyrénées, c'est comme vraiment une course, comme on disait, c'est à grand déploiement, puis en même temps, ben, tu retrouves un peu t'as l'aspect humain,
Puis là, ils te sortent plein d'affaires, là, tu sais, dans ton sac de coureur, t'as du foie gras, t'as du vin, t'as des, c'est malade tout ce qu'ils te donnent, là. Puis là, d'un ravito, t'arrives, mon gars, t'as des saucisses, t'as du fromage, c'est le buffet, là, c'est français, là, fait que, tu sais, des courses à découvrir, puis il y a pas juste, ce que je veux dire à travers tout ça, c'est que c'est beau le Trottoir World Tour là parce que c'est un beau marketing puis l'image est belle puis tout ça, mais à côté là il y a plein d'autres courses qui sont aussi belles et aussi intéressantes puisque c'est beaucoup moins difficile de s'inscrire puisque ton expérience va être tout aussi satisfaisante. Tu sais. Ouais, puis je pense que c'est vrai aussi aux États-Unis, tu sais, t'as les Big Four, tu sais, Leadville, Vermont, puis tout ça, mais il y a tellement de courses. Tu regardes le nombre de courses de trail aux États-Unis, t'en as 2, 3, 4 par fin de semaine à l'année longue, puis t'as cet aspect-là un peu, tu sais, tantôt tu parlais des courses plus backcountry, puis ce que tu parles en France, c'est des courses à plus petit déploiement que l'UTMB, mais c'est les mêmes terrains de jeu que les courses populaires, puis c'est plus facile d'entrer, puis t'as cette espèce le petit côté esprit trail qui revient des petites courses plus modestes, mais qui sont dans des paysages paradisiaques, puis t'en prends plein les yeux tout le long de la course. Puis je pense qu'aux États-Unis, il y a aussi ça. Tu peux t'intéresser, puis tu peux essayer d'aller faire Vermont, puis Wasatch, puis tu sais, les grosses courses du Grand Slam, mais pour vrai, t'ouvres le site de l'ITRA ou t'ouvres, il y a un site, je me rappelle plus, Ultra Sign Up, puis tu cherches des courses, puis il y en a dans tous les États, toutes les fins de semaine, puis dans des parcs nationaux, pas possible, puis ça se peut que ce soit un peu backcountry, ça se peut qu'au ravito, il y ait de l'eau, puis c'est pas mal tout, mais tu vis une expérience, puis l'organisation, puis l'équipe est le fun, puis tu permets de faire vivre des plus petites organisations plus modestes, mais qui sont, qui ont vraiment des belles tracks, là. Ouais, vraiment. Ça dénature pas pantoute ton expérience, là. Ben non. Ben non, au final, ce qu'on veut, c'est courir dans des endroits cool. Ils sont beaux. Ouais. Fait que, tu sais, t'as même pas besoin de mettre un dossard pour le faire. C'est le fun de le faire avec un dossard parce qu'il y a un esprit de... Moi, ce que j'aime, c'est justement, c'est dans une course organisée. Puis des fois, c'est d'emprunter des sentiers que t'aurais pas pris parce que partir tout seul en fast-pack, c'est une autre game. J'en parlais avec Philippe Deshôtels, c'est une autre sorte d'aventure. Mais des fois, ces courses-là te permettent de découvrir des endroits nouveaux puis ça te permet de voyager. Tu sais, je serais jamais allé, moi, à Las Vegas. Moi, ça m'attire pas cette ville-là. Puis je cherchais une course à faire cet hiver avant que tout ça parte, la COVID. Puis j'ai trouvé cette petite organisation-là, le Trail Trash Ultra, qui se fait en banlieue de Vegas. Puis finalement, c'était une solide track. J'ai fait mon premier 50 miles là-bas. Puis c'était complètement fou comme expérience, mais au début de la course, ils tracent la ligne avec une canne de peinture, puis il y a 30 coureurs, il y en a 12 qui finissent, puis la directrice de course, elle a un mégavox, puis elle fait des cris, bon, ben, je pense que c'est le temps que vous y alliez, là, go, là, tu pars. Puis tu sais, c'est une autre sorte d'ambiance, mais c'est trippant. Ben, tu sais, à Las Vegas, que t'arrives là, mais partout autour, c'est des montagnes. Ah oui? C'est des belles montagnes. Puis tu vois de la neige sur le top, là. Ouais. Et à Vegas, moi, j'étais là au mois de mars, puis les montagnes autour, ils ont de la neige en haut, puis tu te rends jusque-là dans la course. Là. Vegas, ça coûte pas cher aller là. Ben, c'est ça. Parce que le billet d'avion pour aller à Vegas, il y en vend en masse. Ça fait que justement, il y a du volume. Fait que t'es capable, tu sais, ça peut coûter 100 piastres aller-retour aller à Vegas. Ah, ça m'a coûté même moins que ça, je pense. Pas un Airbnb en banlieue, parce que moi, je m'en fous d'être loin de la strip. Je suis allé une journée pour le fun d'être là, puis mais t'es à côté des parcs nationaux. Tu vas direct dans les montagnes. Ah, c'est ça. Ah, puis t'es à côté de Badwater. J'étais allé au Badwater Basin où ils font le Badwater 135, mais t'es le point le plus bas, c'est au monde, je me rappelle plus, mais t'es à 85 mètres en dessous du niveau de la mer, puis tu vois des trucs pas possibles, puis t'es à côté de Vegas, puis comme tu dis, ça coûte rien de se rendre là parce que le monde s'en vont dépenser dans le casino puis ça strip. Moi, à la place, ben, j'étais allé courir dans le désert. Ah, c'est bon, ça, c'était un bon plan. Moi, j'avais fait du vélo de montagne pas mal dans le coin de Las Vegas. Ouais. Ah non, c'est ça, comme tu dis, t'as la ville elle-même, mais elle est entourée de montagnes. Puis il y a plein de places comme ça. Moi, j'ai eu le même feeling à Phoenix, que Phoenix est pas connu pour ses montagnes, puis tu débarques de l'aéroport, puis c'est une grande plaine désertique, puis t'as juste des montagnes partout qui sortent de nulle part, puis tu sais, il y a Jamel Khoury qui organise des courses partout, puis tu découvres des spots, là. C'est trippant. Ouais. Oui, il y avait une question que je voulais te poser parce que tantôt tu parlais des courses américaines qui passent dans des parcs nationaux, puis il y a toute cette réglementation-là, puis il y a de quoi que quand je fais des courses, j'aime ça, regarder ça avec un œil aussi logistique, juste pour le fun, parce que je travaille pas là-dedans, mais je travaille là-dedans à un autre niveau. Puis de voir
comment vous gérez quand vous avez décidé, par exemple, de OK, on fait partir le QMT 100 puis le QMT 70 en 2018, on le part du massif puis on se rend jusqu'à Sainte-Anne. Comment vous gérez les droits d'accès? Comment vous gérez où vous passez avec le parcours? Je suppose qu'à l'époque, vous aviez seulement le Mont-Sainte-Anne, c'est une autorisation avec l'organisation qui gère le Mont-Sainte-Anne, puis vous étiez pas mal sur les terres du Mont-Sainte-Anne. Là, tu pars de Petite-Rivière, tu t'en viens jusqu'à Québec, tu passes, tu sais, je veux dire, le QMT, moi j'ai fait le 50, on passe sur des terrains privés, sur le bord de la route. Comment vous gérez ça, puis comment vous négociez ces droits d'accès-là? Ben, habituellement, ça se fait quand même assez bien parce que les gens maintenant sont à l'époque où j'ai commencé à faire des événements, les gens étaient un peu moins collaborateurs parce que les propriétaires privés, parce que c'est pas quelque chose d'usuel, là, disons. Maintenant, tu sais, le sport puis les événements sportifs a pris pas mal d'ampleur, ça fait que puis je te dirais que les résidents là, ont plus ils savent un peu plus de quoi il en retourne, tu sais que souvent, tu sais, quand tu demandes à quelqu'un de passer sur son terrain, il pense que ça va y amener du monde toute l'année, mais tu sais, quand tu y penses, là, les participants, quand ils sont sur un terrain privé, ils font pas la différence. Fait que puis une fois qu'ils ont compris ça, puis que ils savent que ton événement, c'est quelque chose qui est bon pour la municipalité, pour la région, que au niveau touristique, c'est quelque chose qui est vendeur. Tu sais, quand tu dis à des gens, on a des gens qui sont inscrits, des participants qui sont inscrits de la France, d'Espagne, il y a des gens des États-Unis qui s'en viennent ici. Tu sais, quand tu dis ça à un gars de Saint-Tite-des-Caps, là, il fait, ouais, c'est non ben cool, ça. Fait que souvent, la réponse est bonne. Puis la façon de le gérer, c'est juste de le présenter de la bonne façon, tu sais, puis de dire que on est des gens responsables. On s'est fait une bonne réputation aussi là au cours des dernières années. Là. C'est assez facile. C'est toujours un enjeu, mais c'est quand même assez facile, une fois que tu as acquis une bonne réputation, de faire ces demandes-là. Puis après, quand ils font leur vérification, mais ils sont en confiance. Ouais. Puis est-ce que c'est quoi que vous devez renégocier à chaque année ou redemander d'année en année? En fait, on essaie dans la mesure du possible de signer des droits de passage pour plusieurs années d'affilée, Okay. là, pour pas être toujours obligé de renégocier ça. Mais tu sais, je pense que ça va de soi qu'à chaque année, on est informé de ce qui se passe, de ce qui va se dérouler, puis comment on voit les choses, ainsi de suite. OK. Puis mettons, entre le départ de Petite-Rivière pour le QMT 110 puis l'arrivée au Mont-Sainte-Anne, c'est combien de droits de passage que vous avez assignés? C'est pas si complexe. OK. C'est pas si complexe parce que t'as la municipalité qui donne un droit de passage à Petite-Rivière-Saint-François par exemple. Après ça, on passe sur une petite portion du massif. Puis le massif, eux autres, ils ont été super collaboratifs. Après ça, le Sentier des Caps. Le Sentier des Caps, ça a été quand même comment que je dirais ça? Faut que je le dise de la bonne façon. Eux autres, ils ont été chaudés au Sentier des Caps il y a quelques années avec une compétition qui se déroulait là, qui était le Raid des Caps. Puis d'ailleurs, qui a probablement été la première course de trail au Québec. Mm-hmm. Fait que je pense que les 2 dernières années de l'organisation de cette course-là, c'est mal fini. Puis surtout la dernière année, ça s'est mal terminé. Puis le conseil d'administration qui gère le Sentier des Caps ont comme été un petit peu chaudés par ça. Puis ça fait que, tu sais, on les a approchés 1-2 fois, mais ils ont vraiment eu une belle ouverture quand ils ont vu un peu où est-ce qu'on voulait s'en aller avec ça. Puis là, tu vois maintenant, nos relations avec le Sentier des Caps c'est merveilleux. C'était vraiment casual, comme on pourrait dire, là. Puis on s'était même créé des amitiés avec les gens dans le conseil d'administration. Ah, c'est le fun, ça. On a de plus en plus une belle collaboration avec eux autres. Comme cette année, par exemple, moi j'ai proposé, vu que il y avait tout ce qui se passait, puis que j'avais du temps devant moi, étant donné que j'avais pu organiser le QMT, ben j'ai dit moi là j'ai du temps pour le nettoyer le sentier, je l'aurais fait pareil, tu veux-tu que je le fasse? Fait qu'on a tout nettoyé le Sentier des Caps pour le début de la saison cette année. Lui, c'était fait son affaire, puis moi je suis parti avec
avec un gars qui travaille avec nous autres sur le QMT, puis c'était juste le fun. Puis, tu sais, c'est une belle collaboration comme ça. Puis c'est des choses comme ça. Puis c'est la même affaire pour la Mestachibo. La Mestachibo, ça appartient à la ville c'est une corporation aussi à but non lucratif, mais qui est gérée par la ville de Saint-Féréol. Puis ils ont vraiment été sympathiques avec nous autres, puis ils nous ont donné tu sais, ils nous informent tout le temps des travaux qui vont se dérouler, puis de leur plan de développement, et ainsi de suite. Puis nous autres, là, en contrepartie, mais quand on passe dans le sentier, mais on nettoie, puis on l'arrange, puis on fait un petit peu de travaux dedans, puis c'est comme ça qu'on finit par développer, tu sais, ça, c'est ça qu'on appelle du développement durable, dans le fond, tu sais. Mm-hmm. Ah, c'est cool. Fait que c'est vraiment des belles relations, puis je suppose que c'est un lien de confiance aussi quand tu dis que vous le faites année après année. Puis la première année que vous êtes passé par là, je suppose que eux, ils ont regardé comment ça s'est passé, ils ont vu crème, ça s'est bien passé, l'événement s'est bien déroulé, il n'y a pas eu de problème, ben ça les met en confiance pour la suite. Hein. Ouais, exactement. Puis tu sais, il y a il y a une structure alentour de ça, là, tu sais, qui fait en sorte que on est protégé s'il se passe de quoi, puis puis tous les protocoles de sécurité que nous autres on a mis en place dans les dernières années, c'est vraiment béton là. Mon équipe de sécurité, j'en ai fait vraiment quelque chose de comme une spécialité ça, parce que je voulais vraiment que on soit apte à répondre à quelque chose si jamais il y a un accident qui se passait. Puis ça, c'est une autre belle histoire. Tu sais, moi, depuis que je suis au Mont-Saint-Anne, je travaille un peu avec... je suis patrouilleur de ski au Mont-Saint-Anne. Je travaille avec une gang de passionnés de la montagne, puis des gens qui sont dans toutes sortes de métiers, des pompiers, des policiers, des infirmiers, des médecins, puis ça bouillonne là, tu sais, d'idées pour toujours améliorer les choses, puis ces gens-là se sont comme agglutinés autour du Québec Mégatrail, ça nous a créé une équipe incroyable. Puis ces gens-là, c'est des passionnés puis qui veulent toujours mieux faire les choses, pas bien faire les choses, ils veulent toujours mieux faire les choses, puis ça nous amène justement à développer des protocoles qui sont vraiment béton. Puis quand on présente ça, mettons, à Saint-Féréol, au Mont-Saint-Anne, au Sentier des Caps, ben ils sentent en confiance, tu sais. Ils savent que on s'est préparé puis qu'on improvise à peu près rien, tu sais. Non, puis vous avez un historique aussi, tu sais, quand ça fait 14 ans que tu gères ce genre d'événement-là, même plus que ça, mais tu sais, t'as le Transvalley comme carte de visite, t'as le Québec Mégatrail, ça va faire 10 ans que vous le faites. Je suppose que ça met en confiance aussi, mais c'est beau de voir que ce que tu racontes, que c'est toute une gang de passionnés, puis je pense que tu as besoin de ça dans ce genre d'organisation-là, ou dans n'importe quelle organisation, mais... Ben, c'est ça qui nous drive, tu sais, dans le fond, ça fait que c'est plein de beaux projets. Ça va bien. C'est cool. Puis c'est quoi le futur du Québec Mégatrail? Parce que là, ça fait 2 ans que vous avez des longues distances. Vous avez le 110, vous avez le 80. Je pose la question, je me doute que c'est pas moi qui vais avoir le scoop, mais non. continuer de développer des nouveaux trucs. Est-ce qu'il y a t'as des idées en tête pour les prochaines années? Oui, on a toujours des idées en tête. Tu sais, c'est juste que parce que tu sais, ça permet aussi de garder la flamme, ça permet de garder le monde dans le bain, puis c'est pas toujours des choses qui vont se concrétiser, mais tu sais, c'est tout le temps le fun d'ouvrir une porte ou une petite fenêtre pour peut-être voir qu'est-ce qu'on pourrait faire si jamais on avait l'opportunité. Fait que on est tout le temps en train de discuter de choses et d'autres là, puis on a des projets, on va voir. C'est cool, on va regarder ça de près. Ouais. Cool. Hey, moi, en finissant, j'ai toujours mes questions éclairs NAC, qui sont 10 petites questions A ou B pour le fun, pour finir ça en légèreté. Puis j'ai aussi des FKT. On se rappelle que le FKT masculin, le temps le plus rapide, c'est Elliott Cardin en 27 secondes. Donc, on va voir si Jean battra Elliott, qui est un record qui date de l'épisode 3. Donc, ça fait quand même longtemps que c'est là. Donc, comme je te disais, 10 questions A ou B. Tu me dis quand t'es prêt. OK. Route ou trail? Trail. Mistachibo ou Sentier des Caps? Mistachibo. Courir à moins 30 ou à plus 30? Plus 30. Mont-Blanc ou La Réunion? La Réunion. Question NAC, bar protéiné ou poudre protéinée? Poudre. Hiver ou été? Été. Calotte ou tuque? Calotte. Organiser un événement ou courir un événement? Courir un événement. Beaupré ou Port-Neuf? Beaupré. Monter la crête ou descendre la crête? Monter la crête. 30 secondes pile.
Très fort. Ben, je voulais pas battre Elliott, de toute façon, on dit ça, man, mais cette année, il y a tous les records. Ah non, c'est ça. Puis là, c'est le fun, c'est que quand l'épisode qu'on parle en ce moment va paraître, ça va être fait. Mais Elliott, aujourd'hui, on est quelle date aujourd'hui? On est le 29 octobre. Dans 2 jours, Elliott tente le record du monde de vitesse sur le dénivelé de l'Everest. Fait que 8858 mètres, il vise en bas de 11h30. Fait que... il était en feu, Elliott, là. Tu sais, après l'UTHC, il est venu au Trail du Beluga, puis on faisait les médics aussi au Trail du Beluga. Puis quand il est parti comme une balle. Puis tu sais, moi j'ai la prétention de savoir un peu que les coureurs ils vont finir ou pas finir. Là, je le dis jamais parce que c'est pas correct, là. Mais tu sais, c'est sûr qu'entre nous autres, là, on se le dit. Moi la première fois que je me suis dit, j'ai dit c'est impossible qu'il tienne cet rythme-là jusqu'à la fin, là, surtout après ce qu'il a fait la semaine passée. Ah, c'est ça, il a fini 2e à Arcana 7 jours avant. Fait que, tu sais, mais impressionné. Ça veut dire qu'il est en grande forme. Je suis bien content pour lui. J'espère que là, il en profite. Je suis super content. J'espère qu'il va continuer dans cette tangente-là. Mais le danger là-dedans, c'est de se brûler. J'en ai vu qui en faisaient un petit peu trop quand ils étaient dans leur pic, puis que justement, tu sais, ils se blessent ou non, ils se brûlent trop vite. Là, ça fait que j'espère qu'il va réussir à se reposer à travers tout ça. Ouais, mais au moins, je pense que l'année de COVID aura permis ça. Oui, tout le monde a fait plein de défis, tout ça, mais il y a personne qui va se taper 10 courses cette année, puis il faut trouver un peu de positif dans tout ça, mais je pense que 2021 va être l'année où on va avoir un retour de plein d'événements qui vont rester en pause pour 2020, puis je te souhaite tout le succès que vous méritez avec le Transvalley puis le QMT en 2021. Ça va être, je pense que le QMT est devenu, les 2 courses, c'est des incontournables de la trail au Québec, puis on n'a pas eu ces événements-là cette année, on n'a pas eu cet esprit trail au-delà des courses puis de mettre un dossard. Je pense que c'est juste de rencontrer le monde qu'on connaît depuis plusieurs années puis de triper ensemble lors d'événements. On n'a pas eu ça cette année, mais je pense que 2021 va être le moment où tout ça va peut-être revenir, on espère, puis j'ai bien hâte d'être au QMT et au Transvalley l'an prochain. Les 2 courses sont déjà à mon calendrier 2021, fait que Yes, sir. J'ai bien hâte. Ben, merci beaucoup pour l'entrevue, j'ai vraiment aimé ça. Ben, merci à toi, ça a été cool de jaser un peu de tout ça. Je pense qu'on allait passer plus de temps sur l'organisation d'événements, mais on a bifurqué puis on a jasé de traîne internationale puis d'événements. Puis c'est vraiment trippant, c'est cool. On sent tout de suite que t'es un gars passionné. Puis pour faire ce que tu fais, je pense que ça prend ça puis ça paraît, fait que c'est trippant. Good. Cool, merci beaucoup Jean. Merci à toi. Merci tout le monde. On se dit à la prochaine pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.